Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence invitée. Aujourd'hui, ce sont deux invités que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Verlaine Urba, bonsoir. Vous êtes fondateur et coordinateur de l'ASBL Rezanesco. Et à vos côtés, il y a Maïté Elon, bonsoir. Vous êtes la porte-parole et chargée de projet de l'ASBL Rezanesco. Alors l'ASBL, elle est composée de 3 pôles et c'est à l'une des missions de l'un d'eux que l'on va s'intéresser ce soir. Et ce pôle, c'est le pôle bienveillance. Est-ce que vous pouvez peut-être nous le présenter d'abord en 2 mots ? Oui, on est spécialisé, on est une équipe pluridisciplinaire pour accompagner des parents protecteurs d'enfants victimes de maltraitance sexuelle. Et donc, quand on dit protecteur, ça veut dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de violences sexuelles de manière intrafamiliale. Et donc, c'est le parent qui n'a pas violenté l'enfant. Et donc vous l'accompagnez, on va y revenir, et donc on le comprend, c'est à la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants qu'on va s'intéresser ici. D'abord, est-ce que ça touche beaucoup d'enfants ? Oui. Ça touche énormément d'enfants, en tout cas en Wallonie, on est à peu près à 9 enfants victimes par jour, mais qui sont bien évidemment des cas qui sont connus. Donc il y a encore énormément de violences qui ne font pas partie des statistiques malheureusement. Comment est-ce que, enfin d'abord c'est dans toutes les tranches de la population aussi qui sont concernées par ces violences. Tout à fait. Donc dans nos bénéficiaires, on a même d'ailleurs plus de bénéficiaires qui sont issus du milieu aisé que d'un milieu plus précarisé. Donc effectivement, c'est clair que ça touche tous les milieux. Alors vous le disiez tout à l'heure, on a des chiffres, mais ça ne reflète pas forcément la réalité puisque tout le monde n'en parle pas. Finalement, c'est un peu un déni collectif, ces violences. On n'en parle pas, c'est tabou. Oui, complètement. Et il y a quelque chose qui est positif pour la cause des enfants, c'est que nous avons des statistiques et des chiffres. Donc je peux notamment évoquer celui de l'OMS qui a publié un rapport en 2014. Ils ont fait une étude mondiale, mais aussi en Europe, en disant que c'est une femme, c'est une femme sur 5 qui sont victimes de violences sexuelles et un homme sur 10. Et donc, on peut relier ça avec un autre chiffre, un chiffre qui est très similaire en France et en Belgique, où c'est un peu choquant, désolé, mais c'est de dire que 84% des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles ont été une première fois victimes avant l'âge de 18 ans. Et donc, ça montre bien que ça concerne essentiellement les enfants. Et que ça a des répercussions aussi tout au long de sa vie, de connaître de telles violences. Mais justement, une autre recherche indique que quand on a connu des violences dans l'enfance, on a 6 fois plus de chances soit d'en retrouver à l'âge adulte, soit de parfois pouvoir aussi en commettre. Maintenant, ce n'est pas une fatalité, c'est un terrain fertile, mais ça montre bien que c'est une véritable problématique qui gangrène notre société. Et justement, c'est peut-être une vaste question, mais comment lutter contre cette problématique ? Bien, vous aviez donné un élément de réponse tout à l'heure, c'est actuellement, on est conscient qu'on vit dans un déni sociétal. Pourquoi c'est le dernier chiffre et puis on arrête avec les chiffres, mais il y a une autre étude qui a été faite au niveau européen, mais qui concerne aussi la Belgique, qui mentionne que toutes les victimes qui portent plainte, ça donne lieu en fait à 4% de condamnation, de peine de prison. Et donc, ça montre qu'il y a un problème. Dans le suivi, alors qu'il y a un problème, essentiellement. Ça montre non seulement qu'il y a un problème dans le suivi, mais qu'il y a un déni sociétal dans notre système pour en arriver là. Si tout le monde était conscient de la problématique, on n'en arriverait pas et ça c'est l'OMS qui le dit, à un réel problème de santé publique. C'est comparable au sida dans le monde, on parle de millions, de dizaines de millions de victimes. Eh bien, pour les violences sexuelles, c'est exactement la même chose, même en pire en fait. Et comment briser finalement les tabous? C'est en parlant? Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 3 ans d'expérience dans l'accompagnement des parents. On a fait d'une part du soutien direct, mais aussi de l'observation pour mieux comprendre la problématique. Et maintenant, on sent vraiment outillé et formé justement pour commencer à en parler autour de nous. Et donc sous forme de conférences, sous forme de vidéos, d'informations.
Donc oui, il faut en parler. Et vous avez une équipe pluridisciplinaire au sein de ce pôle bienveillant, justement, pour traiter de toutes ces questions? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est là, je pense, la force de notre pôle bienveillance. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire que c'est en partenariat avec Innocence en danger Belgique. On représente en fait cette antenne-là, qui est un mouvement mondial de la protection des enfants. Donc il y a d'autres antennes dans le monde. Et effectivement, donc on a une équipe pluridisciplinaire composée d'une criminologue, de 2 assistantes sociales, d'une psychologue, d'une victimologue. En fait, on a tout. On a des éducatrices, on a deux juristes. Et c'est ce qui permet finalement d'accompagner aussi les enfants, parce qu'un enfant qui est victime a besoin d'un accompagnement pluridisciplinaire. Ça touche notamment, justement, d'un côté le milieu judiciaire, mais évidemment l'aspect thérapeutique, etc. Vous proposez cet accompagnement, mais il y a d'autres structures aussi qui le proposent, vers lesquelles les victimes peuvent se tourner. Comment jugez-vous ces structures? Vous avez parfois peut-être un regard un peu critique sur ces structures d'accompagnement ou d'aide? Mais il existe plusieurs associations et ASBL qui aident les enfants, mais malheureusement, elles sont très peu développées. Il n'y a pas toujours assez de moyens humains ou financiers. Et en ce qui concerne les grandes institutions, on va dire, telles que l'aide à la jeunesse, on va dire qu'il y a énormément d'enfants qui sont en souffrance. Et il y a certains manquements par rapport aux enfants qui ont vécu des violences sexuelles. Et donc Manquement quoi, par exemple, concrètement? Par exemple, moi, ça a été mon cas quand j'ai été placée en foyer. Effectivement, j'ai reçu un toit, j'ai reçu les soins nécessaires à l'épanouissement d'un enfant, j'ai reçu à manger, mais il n'y avait aucun accompagnement psychologique. Donc finalement, ce que l'enfant a pu vivre de traumatisant pendant son placement, il ne peut rien en faire. Et donc, dès l'âge de 18 ans, on est lâché dans la nature. Et qu'est-ce qu'on en fait finalement de ça? Et donc, c'est là qu'il y a une énorme question qui se pose par rapport à l'accompagnement de ces enfants, parce qu'une fois qu'on devient majeur, on ne peut plus non plus retourner vers les structures qui proposent de l'aide aux enfants. Et donc c'est très difficile déjà de trouver un psychiatre ou un psychologue qui soit capable d'écouter ce genre de choses, qui ait fait une formation suffisante pour pouvoir effectuer cet accompagnement. Et donc en fait, c'est un véritable chemin du combattant de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et de par votre expérience, est-ce que vous essayez justement de changer les choses aussi au sein de ces structures? Oui. Quand j'ai commencé à parler ouvertement, j'avais quelques réticences à bosser avec une structure ou une ASBL. Et quand je suis tombée sur Rezanesco, j'ai changé d'avis parce que finalement, c'est l'union qui fait la force. Et donc, effectivement, quand chacun lutte ou milite de son côté, on n'arrive à rien. Mais à partir du moment où tout le monde est capable de se parler, d'ouvrir un discours et de construire des choses ensemble, là, on peut avancer. Mais le problème, c'est que ça touche vraiment tous les milieux, à tous les niveaux de pouvoir, et c'est assez compliqué de se mettre tous ensemble pour avancer vers ça. Vous nous expliquiez tout à l'heure que Rezanesco accompagne les parents protecteurs des enfants victimes de violences sexuelles. Comment faire pour qu'eux commencent à parler? Est-ce que c'est l'enfant en général qui pose le problème, qui dit là il y a un souci, ou c'est un autre adulte qui doit montrer qu'il y a un souci? Comment ça se passe concrètement pour arriver vers la structure et arriver dans l'aide, dans la résolution du problème? Donc comment les parents nous contactent? Oui, par exemple, oui. En fait, on a un peu un service de troisième ligne. Ça veut dire que, comment ça se passe en fait? Le moment où donc dans tous nos dossiers, on a des constantes. La première constante, c'est que le parent protecteur, quand il découvre que son enfant a été victime, il va aux urgences. Premier problème, c'est que la plupart de nos dossiers, il n'y a pas eu de réel service en fait pour accompagner l'enfant à ce moment-là. Donc normalement, techniquement, le médecin doit employer le set d'agression sexuelle pour diagnostiquer l'enfant, et ce n'est pas fait. Et ce que je dis là, c'est étayé par une recherche du Fonds Hautemann qui explique, et c'est un peu dur de le dire, mais ils expliquent, voilà, si votre enfant a été victime, n'allez pas aux urgences le soir ni les week-ends. Parce que là, c'est sûr qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Donc, peut-être pas dans tous les hôpitaux, hein, je tiens à nuancer quand même, mais dans la plupart des cas, c'est problématique. Je veux juste souligner qu'il y a une deuxième chose qui est problématique dans la détection, c'est qu'il y a certaines formes d'abus qui ne sont pas détectables physiquement.
Donc, comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour les prouver? Là, ça devient compliqué aussi, excuse-moi. Oui, effectivement. Et donc, ensuite, le parent s'oriente vers soit des services comme le SOS Enfants ou le SAJ pour essayer d'avancer pour l'accompagnement de l'enfant, pour savoir ce qui se passe. Et ça, c'est encore une fois une constante où les parents ne s'y retrouvent pas. Et donc, on peut retrouver dans cette recherche-action où ils parlent, ils mentionnent vraiment, et une fois de plus, je ne dis pas toutes les équipes des SOS Enfants, mais en tout cas certaines eux-mêmes mentionnent qu'ils deviennent des usines à faire des bilans pour des enfants. On parle d'engorgement de dossiers, de manque de financement pour travailler. Et donc, et aussi, le dernier point, c'est une disparition de la coordination des différents services. On l'avait mentionné tout à l'heure que c'est très important d'accompagner l'enfant de manière pluridisciplinaire. Et là, il y a une disparité de la coordination. Et donc, ces parents, en fait, se retrouvent sous stress. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils tombent dans des méandres institutionnels. Ça complique encore plus leur situation. Voilà, ça, c'est un peu le travail de deuxième ligne. Et après, en fait, le moment où ils sont, entre guillemets... Nous, on reçoit en fait des parents désespérés. Et en fait, après, ils recherchent une autre structure de troisième ligne, finalement. Et il arrive même que ces parents, comme nous, on n'est pas encore très connus en Belgique, eh bien, qui contactent Innocence sans danger France ou Suisse. Et c'est eux qui nous relayent, qui nous renvoient des bénéficiaires. Et donc, c'est comme ça qu'on accueille des parents. Alors, vous êtes donc dans l'accompagnement, on l'a dit, et puis vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, vous donnez des conférences. Vous en avez donné une première, je crois que c'était au mois d'avril. Ici, on a une deuxième au mois de mai, c'est le 18 mai, et puis une troisième le 29 juin. C'est au bar d'Autre-Monde, ici à Gembloux. Pourquoi donner ces conférences et de quoi est-il question exactement? Quel est l'objet de la conférence? Quel est l'objectif de la conférence? Oui, c'est un objectif pas évident parce que le but, c'est pas de faire de longues conférences très compliquées. Le but, c'est vraiment d'aller expliquer, d'informer, de faire comprendre la problématique des violences sexuelles faites aux enfants de manière la plus accessible, en moins d'une heure. Et le but, c'est justement d'être capable d'avoir une bonne énergie, de ne pas être dans la colère ni rien. C'est vraiment dans le but d'accompagner, en fait, parce que c'est choquant, hein, ce qu'on explique, on parle quand même d'enfants qui sont mal accompagnés et qui sont en danger aujourd'hui finalement. Et donc le but, c'est qu'à la fin de cette conférence, que les participants soient encore disponibles après pour penser directement à des pistes de solutions pour agir ensemble. Et alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Et j'allais dire, en fait, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est essayer d'opposer finalement la théorie que monsieur et madame tout le monde pense connaître et la pratique de terrain finalement qui sont assez c'est un peu différentes. les stéréotypes peut-être que chacun peut avoir ou les idées préconçues. Et donc on explique que non, effectivement, sur le terrain, ça ne se passe pas toujours nécessairement comme ça. Et puis, de toute façon, c'est... Enfin, j'ai envie de dire, l'erreur est humaine, mais il y a énormément de choses que les gens découvrent finalement durant nos témoignages ou conférences et qui sont assez choquantes, alors que dans leur logique, ça ne devrait pas exister. Et donc, les gens sont assez perturbés et en réflexion en sortant de ça. Alors, toutes ces conférences, vous avez parlé de vidéos également. Il y a besoin d'argent pour cela, donc on peut peut-être conclure cette séquence en faisant un petit appel pour Rezanesco. Tout à fait, merci. Effectivement, donc pour organiser ces conférences, pour créer ces vidéos d'information, évidemment, on a besoin du soutien de tout le monde. Et donc, je le rappelle toujours, c'est même 1 euro ou 2 par mois, ça fait toute la différence pour rentrer dans l'aventure. Donc, je vous invite vraiment à nous soutenir dans ce beau projet pour améliorer la cause des enfants. Bien, merci beaucoup. Oui, vous voulez encore ajouter un petit détail? Oui. Je vais juste rappeler qu'il ne faut pas oublier que nos enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et que par conséquent, si on veut une société qui fonctionne autrement et qui fonctionne mieux, il faut à un moment donné faire ce qu'il faut avec les enfants d'aujourd'hui. Merci beaucoup Maïté-Hélène Verlaine-Urbain d'être venue sur notre plateau pour parler d'une problématique compliquée mais importante d'évoquer notamment ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une belle soirée sur Canal Zoom. Au revoir.